ouvrir le débat. Donc, avant la conclusion, nous avons une bonne quinzaine de minutes. Vous pouvez prendre ce micro-là pour le faire passer. On vous propose qu'on prenne plusieurs questions pour les grouper. Vous vous présentez, il y a une captation. Et puis, vous adressez une question soit à nos 4 intervenants, soit vous précisez la question à qui vous souhaitez la poser. Voilà. Qui souhaite se lancer? Le micro va passer à droite. Sylvain. C'est une réclusion. Je me suis fait en étant Guido-Timayer sur l'Allemagne, sans prendre en Suisse des travaux. J'ai le sentiment quand même que tout au long de la durée, notamment très tôt, Schuman bénéficie d'une image au sein de la CDU et plus tard PPE. Et la CDU est forte au sein du PPE. Et j'utilise en permanence la figure de Schuman et très peu celle de Modet. Oui. J'ai fait des interviews avec des responsables politiques allemands, Pöttering, etc. Quand ils viennent de ce bord-là et quand on parle de Bonn-Sutton-Rotten, il y a le mot Schuman. Oh, bientôt. On entend très peu. Et j'ai le sentiment que l'espèce de rupture au sein du SPD après l'ère Schumacher a placé au sein du SPD Monet comme figure importante. Beaucoup plus que Schuman, en tout cas Schmitt, c'est assez clair que c'est ça. Willy Brandt aussi utilisait beaucoup plus Monet que Schuman. Et je voulais te poser la question, il n'y a pas là quand même des choses sur la durée, sur l'instrumentation, comme sur l'instrumentalisation politique. Même au FDP, parfois aussi. Monet arrivait avant Schuman dans ces jeux au groupe parti politique allemand. Donc, est-ce que là, il y avait quelque chose à chercher jusqu'à aujourd'hui et je vois dans les réseaux que les figures ne sont pas utilisées de la même façon par les différentes forces politiques allemandes. D'autres questions? On va regrouper ensuite les réponses. Oui, ça marche, oui. Sylvain Kahn, Sciences Po. Moi aussi, j'ai une question plutôt pour Guido Timayer, mais pas forcément seulement. Est-ce que il y a... Parce que vous avez fait allusion aux mémoires à la fois de Schäuble et de Merkel. Est-ce que du côté de Hallstein et de sa... disons, et de l'écho que va avoir Hallstein postérieurement, est-ce qu'il y a une relation particulière à Schuman et ou à Monet? Et une autre question qui s'adresse à tout le monde, là pour le coup. Est-ce que du côté de l'héritage Schuman, comment vous avez l'impression qu'il est éventuellement porté et repris, parce que ça ne se voit pas tellement dans le débat public, par des familles politiques françaises des années 70-80, ça et les mêmes, c'est assez simple, il y a ailleurs. Voilà. On en parle de vous, finalement, on en parle quoi entre nous de Schuman, mais On en parle beaucoup au PPE. Oui, mais voilà. Mais en France, on prend une troisième question et puis on va laisser nos intervenants répondre. Julien Varro, doctorant, et on a question qu'on a le Carbonel. Vous avez parlé de la catégorie des pères de l'Europe. Est-ce que dans cette catégorie, Monet et Schuman existent comme un couple, ou est-ce qu'ils ont chacun une place supérieure dans les travaux qui portent sur les pères de l'Europe un peu nationalisés, des déplus? Et peut-être une question plus générale sur... j'ai oublié de la question. C'est avant les rappels. Si. On a encore une toute dernière. On aura une deuxième salle plus à l'heure. Alors, on peut commencer, peut-être. D'accord. Alors, merci pour les questions. Je commence avec la question de Simon sur la perspective des partis politiques. Je pense que tu as raison quand on parle des années 50. Là, il y a la différence entre les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, mais il y a, à la fin des années 50, 59, le tournant de Godesberg. Et là, c'est là le moment où l'SPD accepte l'intégration de l'Ouest, et ça va
ensemble avec la perception aussi de Schuman. Oui. Avant, dans les années 50, Schuman, par les leaders de l'SPD, est vu surtout comme un catholique. Et il y avait ce lien par le catholicisme entre Adenauer et Schuman, et ça, les SPD étaient méfiants. C'est pour ça. Hein. Mais après 59, ça commence à changer. Je pense que c'est lié aux années 50. C'est pour ça, pour Odesberg. En ce qui concerne Hallstein, oui, il y avait une relation étroite. C'est pas le public, hein, j'ai parlé des publics, c'est pour ça que je parlais de Hallstein, mais je sais qu'il y avait une relation étroite entre Hallstein et Monet, surtout pendant les négociations sur la CK, bien sûr. Mais aussi après, ils restent en contact, mais je ne sais pas s'il y a vraiment de l'influence de Monet sur Hallstein ou de Hallstein sur Monet. Ça, je ne sais pas exactement. Mais à l'époque des négociations sur la CK, c'est une relation très, très étroite entre les deux. Alors, les politiques français, je ne sais pas. J'avoue, je ne connais pas les relations entre les partis politiques. Ils sont, en ce qui concerne la construction urbaine, très, très, très compliqués. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de contact, mais je ne sais pas exactement. Qui veut... On va peut-être laisser d'abord répondre. Il y avait une question, je crois, sur vous. Ouais. Oui, moi je peux répondre, il y avait une petite question, mais sur les pères de l'Europe, donc on va pouvoir en parler. C'est effectivement une notion et un discours qui est analysé par les historiens. C'est une réflexion par rapport à une espèce de panthéon de l'Europe qui vise à une forme de légitimation des institutions actuelles. Et on sait qu'il y a tout ce discours que d'autres ont analysé. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Pour la place du couple Monet-Schuman, à mon sens, pas vraiment, finalement. Schuman incarne aussi la voix française, et Monet, d'après les discours, ce qu'on peut analyser, c'est qu'il occupe une place un peu à part dans ce panthéon de l'Europe. Justement, et ça fait écho à ce qui a été dit sur le fait que des fois, il apparaît comme n'ayant pas de nationalité. Et ça a été aussi mis en avant, finalement, celui qui englobe l'ensemble et le bien commun. Pour répondre à la question de Sylvain Ken, j'avais eu l'occasion d'interviewer François Bayrou j'étais jeune, il y a pas longtemps, qu'en France Culture, sur son imaginaire européen. Et justement, et donc j'avais préparé plein de questions sur Schuman, sur la MRT, sur la filiation, etc. Et j'avais été assez déçue finalement de la réponse, en fait, très, très vite, et qui me manquait absolument, mais de connaissances assez basiques finalement sur ces questions. Alors j'imagine qu'il a une culture certaine. Mais en tout cas, et là, donc j'avais vraiment fait Schuman avec mes questions sur Schuman. Et je m'étais posé la question aussi, des questions générationnelles hein, sur les classes politiques qui n'ont pas cette mémoire-là, ou très peu, très vague, et qui n'y voient pas d'intérêt particulier. Il n'y a pas d'intérêt politique aujourd'hui, visiblement, pour François Bayrou, qui pourtant mettait en avant le fait, oui, faveur de l'Europe, bien sûr, pro-européen, etc. Mais alors, quelles sont les références? Et là, il est clair. Tu veux dire oui, et après Oui, rapidement, non, mais c'est pour compléter sur François Bayrou, moi je l'avais interviewé aussi, et en fait il a récemment, alors pas mon bon. Ah oui, et après Eric, il voudrait compléter. oui, il m'avait mentionné Étienne Flimela, parce qu'en fait, il avait été à son cabinet au Parlement européen. Pierre Flimela, oui, Étienne, c'était le fils. Voilà, donc du coup, il y avait cet imaginaire. Et sur Hallstein, il y avait aussi des liens aussi avec René pendant qu'il était à la commission, et aussi avec même Ernst Haas, en fait, un penseur du néofonctionnalisme. En fait, ça, c'était un historien britannique, Jonathan White, qui l'avait montré. On va passer la parole à Eric Roussel. Non, c'est juste pour dire, j'ai pas du tout la même expérience de François Bayrou. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, puisque il m'a semblé qu'il avait une assez bonne connaissance du sujet. J'ai plus de bras. Alors, Bernard voulait faire un complément. Bon, alors Jean-Marc
Non, j'ai envie de dire que je n'ai jamais interviewé chez les héros. Plus sérieusement, est-ce que le groupe pourrait élaborer un petit peu sur l'usage mémoriel qui est fait par les institutions européennes des mémoires des deux hommes depuis les années 50 et puis surtout aujourd'hui? Je comptais en dire un mot en conclusion, mais si quelqu'un veut rajouter un élément là-dessus, ce sera un élément de ma conclusion. Vous vouliez rajouter quelque chose aussi, je crois? Oui, oui, ce serait une réflexion à propos de l'exposé historiographique de Laurent Verlouzet. Il me dira ce qu'il en pense. Je crois qu'il y a une passerelle qui unit les deux débats. Entre le premier débat sur la logique interne de renforcement de l'État, par exemple, et notamment le vœu de Schuman de sécuriser la France dans une perspective d'avenir avec des liens très forts avec l'Allemagne. Et puis le champ des relations internationales avec la thèse que tu connais du double containment, c'est-à-dire la construction communautaire comme containment anti-soviétique. Et le deuxième containment qui est très vécu par les Américains, effectivement, c'est contenir la future Allemagne lorsqu'elle recouvrera sa souveraineté dans 20 ans, par exemple, et qu'il ne faudrait pas qu'elle soit trop puissante en Europe centrale. Et donc la ligoter avec des liens communautaires pour l'encadrer, si vous voulez, tout simplement. Je pense qu'il y a un lien entre les deux hommes, les hommes raisonnés, je pense, sur un plan horizontal. Oui, juste un micro pour illustrer cette idée. On pourrait revenir effectivement à 89 aussi chez le pouvoir, dans le pouvoir mitterrandien. Il y avait cette peur qu'effectivement, à la fin de la guerre froide, justement, l'Allemagne réunifiée, finalement, se détourne de la construction européenne. Et donc, du coup, le fait d'être dans une organisation vraiment intégrée, qui soit plus forte qu'une simple organisation intergouvernementale, c'était considéré quand même comme une espèce de réassurance. Voilà, face à une Allemagne qu'on apprécie beaucoup, mais bon, qu'on veut bien aussi voir enseigner dans un réseau de solidarité. On prend une dernière série de questions et puis on va faire la conclusion avec Sylvain. Oui, on va vous donner le micro. Il arrive. Il y avait la question de Jean-Marc, oui, tu t'y répondras. Oui. Je ferai conclusion en partie sur ce thème, si ça te va. On a vu un petit peu au point de vue des chances socialement, et je ne sais pas, par rapport à De Gaulle, comment est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Alors Jean Monnet ou Jean Monnet, Schuman, le développement. Alors Jean Monnet, on va vous renvoyer au livre. Vous avez le... Presse universitaire de Rennes. Voilà, parce qu'on a fait le colloque Jean Monnet, De Gaulle, là, il y a 2 ans, et on a sorti le livre. Voilà, synthétiser un petit peu tout ça, toutes ces relations compliquées, parfois de coopération, parfois de débats vifs entre De Gaulle et Monnet. Mais par contre, De Gaulle-Schuman, c'est moins connu. Est-ce qu'il y a une toute dernière question dans la salle? Et juste pour répondre sur De Gaulle-Schuman, c'est Louis Sylvain pour la captation. qui avait répondu en disant qu'il y avait voilà, que les relations n'étaient pas bonnes entre De Gaulle et Schuman. Hein. L'embrouille date de juin 40. Voilà. Alors, juste répondre avec le micro pour la captation, s'il te plaît. Sarment. Oui, l'embrouille, enfin là. Antagonisme de Schuman, ben, Ce sera monté. Il y aura des séquences. avant, ils se connaissaient très peu sur des questions d'armistice, de poursuite de la guerre, Javier Baldas, Lorraine, et ils en parlent. J'ai plus la date en tête, je sais plus si c'est mais ça y est, c'était une question juin, je pourrais vérifier, à un conseil des ministres du gouvernement Renault, et ils en parlent tous les deux, en tête à tête, et des traces sont dans les archives de la maison Schuman, selon les comptes rendus faits par le numéro 2 du cabinet Schuman, post-USR. Voilà, donc c'est là la bruite. Mais après, je dois dire, autre chose que simple, De Gaulle, quand même, le rétablit dans ses pleins droits en 1945, alors qu'il a été frappé d'indignité nationale et déclaré inéligible parce qu'il avait voté les pleins pouvoirs. Il faut dire que tu n'étais pas le seul. C'est une reine qui vous élimine un adversaire politique. Il était nombreux à avoir voté les pleins pouvoirs. Oui, Coty, Laniel, Pinet, enfin, les anciens avaient voté les pleins pouvoirs, en fait. C'était le contexte de l'époque, hein. Bernard. Au temps du RPF, De Gaulle dit de Schuman, c'est un Bosch, un bon Bosch, un Bosch. Alors, on va prendre une dernière question, un étudiant de l'Institut d'études européennes.
Et puis on fait ensuite la conclusion pour qu'on puisse avoir une pause café avant l'arrivée de Thierry Breton. Dernière question, s'il vous plaît. Je été revenir plutôt du côté allemand, la manière qu'ont été reçus de la déclaration Schuman, à la fois de la part de GIE et de la classe politique, mais vraiment sur les allées mal à comprendre. Je parle des écouteurs du coup sur la réception de la déclaration Schuman en Allemagne, qu'on le plus pic, mais on va dire sur les mois qui ont suivi la réception directe de la part de la classe politique. Comme une histoire. D'autres questions? Voilà, s'il vous plaît. Alors, c'est une réflexion partagée. Et il y avait la grande majorité du public allemand a été favorable à cette déclaration. Pour eux, c'était le début de la vraie construction européenne parce que le Conseil de l'Europe et l'OSCE, c'était les organisations intergouvernementales et ça, c'est une organisation supranationale. C'est pour ça que la majorité des Allemands étaient très favorables à l'époque. Il y avait quelques sceptiques, surtout sur la gauche, et aussi, c'est surtout l'SPD. Oui. L'SPD qui était sceptique en ce qui concerne cette politique, et on a déjà évoqué le Maison, parce que c'était sur Adenauer et au gouvernement, et SPD était en opposition dans le Bundestag, c'est pour ça. Ils sont empêchés là. Ça joue un rôle. Oui, j'ai oublié. C'est un autre aspect important parce que l'SPD a reproché à Adenauer d'empêcher la réunification. C'était Schumacher qui était favorable à tout d'abord la réunification et après l'intégration européenne. Et Adenauer était tout d'abord l'intégration européenne et après l'unification. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je vous propose de les applaudir.